Bien, on se retrouve sur cet espace conférence pour parler maintenant de collaboration et de lancement, de comment on peut optimiser le lancement des startups, les accompagner au mieux. Et nous avons la chance d'avoir avec nous donc Frédéric Wetz, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des cofondateurs d'Usinio. Oui, tout à fait. Moi, je suis directeur technique. En fait, je m'occupe de toute la partie technique chez Usinio, de l'accompagnement des membres jusqu'à la mise en place d'un service de prototypage chez nous. On va vous expliquer un petit peu par la suite comment on fonctionne. Voilà, on va commencer par vous dans un instant. Je vous laisse vous présenter. Donc vous êtes 3 représentants de 3 startups. Vous êtes accompagnés en ce moment. Est-ce qu'on dit incubé chez vous? Non, pas vraiment. Vous Non, on êtes dit pas accompagnés. Non, c'est pas un incubateur, c'est vous accompagner. Donc donnez-nous voilà, votre startup et présentez-vous. Bonjour, Ilan Erlichman, ingénieur conception dans la startup Inixim. Notre produit, c'est un lecteur d'imagerie médicale destiné au secteur dentaire. Et donc l'expérience que j'ai eue en tant qu'ingénieur conception à l'usine IO, ça a été plus que l'incubation, vraiment du développement et de la fabrication de pièces. Bonjour, donc moi je suis Célia Corsin, je travaille au sein de Wired Beauty. Donc on développe des objets connectés autour de la beauté, donc de paramètres environnementaux, de mesures de paramètres environnementaux ou de paramètres cutanés. Donc nous on est membre depuis un bon moment à l'usine IO maintenant. Et bonjour, donc Basile Segalen, moi je suis cofondateur de Timescope. On développe des expériences de réalité virtuelle en libre service pour faire voyager dans le temps des visiteurs sur un lieu qui est chargé d'histoire. Donc on a développé un produit depuis un petit moment et en le prototypant chez Usinio il y a quelques mois. Donc, la première borne de réalité virtuelle en libre service qui permet une expérience de voyage dans le temps. Alors on va revenir sur chacun de vos projets comme ça pour avoir une vision très terrain. Je passe à l'écran actuellement. C'était les 2 ans d'Usinio, Frédéric. Ça, 2 ans Usinio, vous avez monté très vite finalement. Alors effectivement, on a ouvert le 1er janvier 2014, le 1er octobre 2014, après à peu près 9 mois de recherche de fonds et de recherche de locaux, entre guillemets, qui était beaucoup plus difficile de trouver des locaux de 1500 m² dans Paris, dans le 13e arrondissement, accessibles pour pouvoir poser des machines dedans. On a fait 3 mois de travaux, etc. Et donc depuis ce 1er octobre, où on a accueilli directement d'ailleurs Wired Beauty, qui sont de nos plus anciens membres, on a accompagné plus de 500 porteurs de projets qui représentent à peu près 350 projets et avec lesquels on a à peu près aujourd'hui sur le marché un petit peu moins de 100 produits, que ce soit dans le B2B, dans le B2C. Vous l'avez vu, on va adresser différents secteurs. Vraiment, on n'a pas de limitation. La seule sélection que l'on opère, c'est il faut que vous veniez travailler sur un objet physique. Donc on ne va pas faire de soft, on ne va pas faire de service, mais on va vraiment travailler sur de l'objet. Et ce qui est aujourd'hui très certainement quelque chose qu'il faut pousser. Je parlais des incubateurs tout à l'heure. Il y a beaucoup aujourd'hui de startups qui n'ont pas de produits, qui sont sur du soft. Il y a un incubateur télécom. Sur 30 startups, il y en a 27 qui n'ont pas de produits. Donc c'est quand même assez incroyable. Et on se rend compte que ce qui crée de l'emploi, ce qui crée de l'activité, c'est beaucoup les produits finalement. Alors effectivement, d'autant plus qu'on est sur le Mides. Donc voilà. Alors effectivement, nous, si vous voulez, en tant que fondateur de Usinio, on est des concepteurs de produits, des entrepreneurs dans divers secteurs. On a été dans le web. Enfin, moi personnellement, j'ai toujours monté des startups ou accompagné des startups dans le développement de produits. Ça va du diffuseur de parfum aux meubles IFI. Et si vous voulez, ce qu'on a voulu apporter, c'est vraiment une boîte à outils idéale pour les porteurs de projets techniques, avec des ateliers, avec des ingénieurs en mécanique, des ingénieurs en électronique qui sont d'excellents généralistes, qui sont là pour vous faire profiter de leur réseau, de vous aider sur des problématiques de conception et vous faire avancer sur votre projet. Alors, on ne travaille pas qu'avec des startups, on est ouvert à tout type d'entreprise, même à des particuliers. Donc, les startups, c'est à peu près le gros des troupes, c'est 70%. Et on travaille aussi beaucoup avec des instituts de recherche et des grands comptes qui viennent utiliser nos services d'innovation directement dans nos locaux à Paris 13e arrondissement. Voilà, on va juste regarder, j'avais pris quelques photos à l'anniversaire des 2 ans. On a ici, il y a le retour là-bas, c'est en fait un système qui projette sur un mannequin plein de
des modèles différents. Donc ça, c'est un principe de projection qui intéresse beaucoup la distribution, les magasins. Là, on a un scan portable avec cette petite manette qui ressemble à un joystick. Je vais scanner tous les documents, les envoyer par Wi-Fi. On a un simulateur de vol ici sur Vérin avec réalité virtuelle. Voilà, donc on a une idée que vous accompagnez vraiment tout type de projet et on a cette ambiance un peu start-up campus à l'américaine. Chez vous, on se sent à l'aise. Dès qu'on arrive chez vous, on a envie de travailler. Voilà, on a envie d'y travailler. Bon, évoquons maintenant les différents... Peut-être, non, revenons sur ce côté boîte à outils. Ce que vous avez dit, c'est on propose une boîte à outils formidable. Alors, sans lister forcément tous les services que vous proposez, c'est quoi qui structure en fait votre accompagnement? Il y a du prototypage, il y a un savoir-faire industriel, comment ça se passe? Alors effectivement, pour accompagner les projets, on a développé une méthodologie de sortie de produits qui prend en compte les différents changements qui ont été opérés il y a une quinzaine d'années. Donc il y a plus de collaboration, plus de réseaux au niveau du développement de produits. On va aussi travailler de manière différente avec des sous-traitants. Aujourd'hui, on peut, pour faire usiner une pièce, on peut avoir un devis en moins de 20 minutes, ce qui était absolument impossible il y a 10 ans. C'est pareil, moi je me souviens quand j'ai commencé à travailler, pour faire une demande de cotation, je devais envoyer un fax. Aujourd'hui, on peut quand même envoyer des mails, on peut expliquer, on peut envoyer par mail, même tout simplement, un fichier 3D, demander un conseil rapidement. Et donc, nous, notre métier, c'est de vous mettre en relation au bon moment avec les bons documents, avec les bons partenaires. Donc, ça, c'est vraiment le côté accompagnement. Après, on a un côté prototypage où, dans nos locaux à Paris, vous allez retrouver un atelier assez complet qui va de la mécanique générale à un espace Fab Lab où vous allez retrouver de la découpe laser, de l'impression 3D, du thermoformage. Et évidemment, dans des ateliers un peu plus lourds, du fraisage, du tournage, du fraisage à commande numérique, sur tout type de matériaux et aussi toute une modellerie que vous pourrez utiliser pour préparer vos modèles de thermoformage, etc. Ou vos produits tout simplement. Notre proposition de valeur, elle est relativement simple. C'est vous qui travaillez sur les machines, sur un abonnement, exactement comme quand vous allez au club de sport. Vous allez dans un club de sport, vous allez au club MedGym. Vous allez vous retrouver vous-même à travailler votre culture physique sur les machines. Donc venez travailler votre culture hardware sur nos machines. Et à partir du moment où vous êtes inscrit chez nous, on va vous former à la sécurité et vous serez bien évidemment encadré comme dans tout organisme de formation, que ce soit un lycée ou un IUT. Excellent. Alors après cette présentation, la description de l'univers, racontez-nous un petit peu déjà, peut-être chacun, vous allez nous dire comment vous êtes arrivé chez Usinio et à quel moment vous vous êtes dit, tiens, il faut que je sois accompagné dans mon développement, il me faut justement cet accompagnement précieux, à la fois professionnel, commercial, de réflexion, de stratégie. Ilan. Alors écoutez, je vais commencer. L'arrivée d'Inixim s'est faite à la création de l'usine IO. On est arrivé avec des plans, une maquette, beaucoup de dessins, mais pas de pièces fabriquées. C'est-à-dire que tout était encore la partie très software. Et c'est là où ce qu'on a trouvé à l'usine IO... Parlez bien dans le micro. Hein. Oui, je vais parler un peu plus près. Ce qu'on a pu trouver à l'usine IO, vraiment, c'est en plus des machines qu'on ne trouve généralement pas ailleurs. On entend beaucoup les Fab Labs, toute la fabrication additive, les imprimantes 3D, les découpes laser. Nous, ce qu'on a trouvé à l'usine IO, c'est l'accompagnement technique, la validation de conception, et qui était suivi derrière directement par l'usinage de pièces. Et l'usinage de pièces, je parle vraiment de CNC, de centre d'usinage. Et donc en tant qu'ingénieur conception, j'ai pu être derrière la machine, accompagné par Fred, mais Nicolas, donc beaucoup de personnes capables de nous accompagner sur ces machines, d'être vraiment derrière la machine quand la pièce était usinée. Et ça, l'intérêt, au-delà de la révolution fax-mail, qui est déjà très pratique, il faut comprendre que quand on travaille avec des sous-traitants, au-delà de la demande de devis, la fabrication des pièces, passer une pièce même dans une chaîne de production, ça prend un certain temps. Et au moment du prototypage, pouvoir être derrière la machine, récupérer la pièce et pouvoir la tester tout de suite, ça a été des semaines, voire des mois de gagner à certains moments. Et alors j'ai un exemple particulier. Quand on a un assemblage mécanique, parfois on a des logiciels très puissants où on peut simuler à l'ordinateur tout l'assemblage, la fixation, la résistance des pièces.
On peut simuler beaucoup de choses. Maintenant, quand vous avez une pièce mécanique qui a l'interface, par exemple, d'une carte électronique ou d'une pièce optique, de la fibre optique par exemple, des choses qui sont aussi simulables sur des logiciels, mais dont vous n'avez pas le toucher. Et là, ce qui a été vraiment formidable dans mon expérience à l'usine IO, c'est d'avoir pu usiner cette pièce, avoir les autres composants nécessaires à mon assemblage à côté, et dès que la première pièce sortait de la machine, pouvoir faire mon premier assemblage. Et alors j'utilise cet exemple parce que vraiment c'est ce qui s'est passé dans la réalité. La première pièce que j'ai sortie, une tolérance géométrique n'était pas adaptée à mon assemblage, et j'ai pu directement faire ma modification finalement sur la machine, changer une tolérance, et le montage s'est très bien passé. Et donc après, centre d'usinage, les 5 pièces qui sont sorties étaient similaires et disponibles immédiatement. Est-ce qu'il y a également, quand vous parlez de voir la pièce physiquement, concrètement, il y a cet intérêt de voir comment elle va être produite, comment tout d'un coup ça vous permet de passer un cap très important dans votre projet. On passe de l'idée à prototypage un peu bidouillé ou à cette phase idée. Tout d'un coup, on la voit telle qu'elle va être réalisée de façon industrielle, ou on rentre dans la phase de production immédiatement. On est projeté un peu en avant. Alors, et ça, c'est une phase importante. Alors c'est vrai qu'il y a un aspect formation qui est assez important, c'est-à-dire qu'on essaie de réconcilier entre guillemets le bureau d'études et le bureau des méthodes, dans le sens où c'est les gens qui vont concevoir, qui vont aller réaliser leurs pièces derrière. Alors pour vous dire, notamment c'était le cas dans ce que vous racontez Ilan il y a quelques secondes, vous allez faire beaucoup plus attention aux tolérances que vous allez mettre quand c'est vous qui devez les fabriquer Oui. derrière. Je sais que ça a été le cas aussi sur Timescope. Et du coup, si vous voulez, parce que vous comprenez l'essence du procédé, vous allez concevoir de manière beaucoup plus optimisée pour ce procédé-là. Et vraiment toucher du doigt, c'est vraiment l'apprentissage par la pratique de la conception qu'on va promouvoir dans nos ateliers. Ça, c'est précieux parce que c'est souvent une étape qui manquait. Quand on a une idée, on ne sait pas comment elle va se faire en production. Et le fait de la voir et de la faire, on comprend tout d'un coup des problématiques un peu nouvelles. On redécouvre un petit peu son idée quand elle devient aussi concrète. Je dirais même oui, c'est l'intérêt, c'est ce qui rejoint le monde industriel. On a une pièce qu'on veut faire fabriquer. Si on ne sait pas comment elle est fabriquée, on peut constituer le cahier des charges qu'on veut. À un sous-traitant, on envoie un cahier des charges qui peut être monstrueux. Et finalement, c'est au moment de la réalisation de la pièce qu'on se rend compte vraiment quelles sont les données importantes, sur quoi il faut se concentrer, et on se concentre sur vraiment le besoin essentiel. Et c'est là où on arrive à l'optimisation du PRI. Une grosse partie de l'optimisation a été faite notamment dans les discussions et en voyant les pièces se faire usiner. On peut tout à fait revoir. Et aussi en assemblant, j'ai ce souvenir-là avec Mathieu et Ilan, dans leur produit qui est quand même d'une taille relativement concentrée. Il y avait plus de 48 vis d'assemblage. Et donc, quand on leur a mis un chronomètre sous les yeux pour leur dire voilà combien de temps vous allez mettre pour monter votre produit, ça s'est aussi passé de cette manière-là. Ça a engagé une réflexion sur comment est-ce qu'on va concevoir pour assembler plus simplement aussi. Plus simplement 148 vis. Je rebondis sur l'histoire du cahier des charges, aussi le fait d'être en direct avec vous, d'avoir l'accompagnant, quelqu'un à côté. On avait la chance d'avoir Joseph Puzo tout à l'heure, qui est le PDG d'Axon Câble, qui est le numéro 1, le leader mondial du câble, et qui disait un projet dans lequel il y a un cahier des charges, on perd 30%, enfin ça augmente le prix de 30% parce que le cahier des charges, tous les process, tout ça, on va mettre plus de temps, c'est beaucoup plus long que quand on se parle en direct. Il y a peut-être ce facteur-là qui est assez essentiel chez Usinio, que on baigne dans tiens, j'ai un problème, je vais aller voir là-bas, je suis avec la personne, on est en temps réel avec les équipes, avec les gens, c'est une partie importante. Alors effectivement, c'est une partie assez importante, vraiment de mettre dans le bain tout de suite. Le cahier des charges, il est important, mais même s'il est interne, c'est-à-dire que nous, on va vous dire, commencez à réaliser votre projet, votre produit, sans cahier des charges. Oui. Prototypez tout de suite. Votre cahier des charges, il va se construire, se constituer au fur et à mesure de vos pérégrinations dans les technologies qu'on vous mettra dans les mains. Notre métier, c'est de faire de la veille pour vous mettre des technologies dans les mains. Donc, faites-nous confiance là-dessus, vous avancerez beaucoup plus rapidement. Et, bon,
j'aimerais bien entendre Basile sur ce point-là, parce que justement, en termes d'avancement, de rapidité d'avancement, je pense qu'on a eu une très bonne expérience là-dessus. Basile, témoignage. Sans souci, en effet, Usinio, c'est vraiment le trait d'union entre en effet l'aspect un peu bidouillage, le tout premier prototype, et ensuite le produit fini qu'on va pouvoir industrialiser. C'est vraiment la phase entre les deux. Concernant Timescope, en fait, en mars 2015, on était venu place de la Bastille, à l'époque avec un manche à balai, un pied de parasol et un casque de réalité virtuelle. Donc on l'avait prototypé complètement nous-mêmes avant de connaître Usinio, et on a pu faire une expérience comme ça de réalité virtuelle. En fait, il y avait la queue devant notre manche à balai, et donc ça a très bien fonctionné. On pouvait montrer la Bastille en 3D telle qu'elle était, mais bon, on n'avait pas un produit, un vrai produit. On avait juste une idée qui était validée par justement l'attrait des passants en l'occurrence. Et après, on a rejoint justement Usinio pour avoir une réelle maquette fonctionnelle, avoir un premier produit, disons un vrai prototype qui intègre des vraies dimensions, par exemple de sécurité, d'anti-vandalisme, et qui nous a permis de nous approcher ensuite du Timescope actuel, qui est aujourd'hui installé place de la Bastille à Paris, qui a été installé en mars 2016. C'est-à-dire qu'entre le manche à balai et le produit qui aujourd'hui est installé depuis mars 2016 et fonctionne très bien, et ben, il y a eu en fait simplement une expérience avec Usinio et un premier prototype qu'on a fait et qu'on a pu tester d'ailleurs aussi au 1 an d'Usinio en l'occurrence, par exemple. Bravo, number one, c'est bien ça. Rappelez-nous exactement ce que c'est donc Timescope, le principe de ces bornes interactives. Vous me l'avez expliqué tout à l'heure. Oui, en fait, en 2 mots. Un peu comme les longues vues touristiques qui vous permettent de voir au loin sur un lieu comme à Montmartre par exemple. Nous, ce qu'on a développé en fait, c'est une longue vue un peu d'un genre nouveau. C'est une borne de réalité virtuelle. Et donc l'expérience de visualisation, au lieu de voir au loin simplement, permet de voir in situ un panorama 360 degrés, de découvrir à quoi ressemblait le lieu où vous vous situez, mais à une autre époque. Soit dans le passé, soit dans le futur. On a vraiment les deux dimensions. Sur le passé, c'est pour valoriser le patrimoine d'un lieu. Par exemple, découvrir la Bastille, si je reprends cet exemple. Mais en fait, les lieux sont très nombreux en France et dans le monde, et notamment en Bien Europe, sûr. il y a beaucoup de choses à faire. Et le futur, c'est pour tout ce qui est projet d'urbanisme, projet d'architecture, pouvoir là aussi se représenter à quoi ressemblera un lieu. Donc on a ces deux dimensions-là. Et on a maintenant un produit qu'on peut industrialiser et qu'on commence à installer dans différents lieux. Bravo, c'est une belle idée, c'est bien. Il y a 2 dimensions dans votre projet. Déjà à la Bastille, je me disais, on voit la révolution ou pas? Oui, On en voit- fait, on a 2 époques de visualisation. On remonte notamment à un certain 14 juillet 1789 pour voir la prison de la Bastille Non, et j'irai tout voir, ça l'environnement. m'intéresse. Mais Ouais. aussi au Moyen-Âge, en fait. On trouvait intéressant de remonter encore plus loin en arrière. On se retrouve 600 ans avant aujourd'hui. Et on peut découvrir en fait à quoi ressemblait la place de la Bastille quand on était à l'extérieur de Paris. Donc on se retrouve les pieds dans l'herbe devant le rond-point. On se retrouve les pieds dans l'herbe et on voit le faubourg Saint-Antoine tel qu'il était, l'enceinte Charles V. Voilà. Énorme. Bon, et du coup là vous mixez en fait 2 technologies. Il y a le côté réalité un peu virtuelle, visite en 360, qui est une tendance forte aujourd'hui. Donc il y a et puis après la borne machine que vous avez développée avec Usinio. Donc ces 2 technos qui ont pas, il y a une partie produit pur et dur, et après il y a la partie contenu. C'est vous qui vous occupez aussi de la partie contenu. Tout à fait. On fait à la fois la Vous partie jouez- hardware et la partie contenu. Voilà. Mais en effet, il y a une dimension hardware qui est importante parce Bah que oui, parce la que- réalité virtuelle, on en entend de plus en plus parler. Oui. Mais donner accès à cette technologie de réalité virtuelle en libre service, parce que la borne est vraiment en libre service, accessible comme ça à tous dans la rue, c'était une vraie contrainte, un vrai défi technique. Comment Oui. sécuriser encore une fois le dispositif, comment avoir un système d'ajustement à la taille par exemple. Et sur toutes ces thématiques-là, vraiment, c'est avec Usinio, avec les experts d'Usinio qui nous ont accompagnés, avec les machines qu'on a aussi découvert. Moi, je ne suis pas du tout ingénieur au départ, et on a pu mettre un peu les mains dans le cambouis nous-mêmes et apprendre en fait à maîtriser notre produit. C'est comme ça qu'on a pu avancer pour accoucher finalement du premier Timescope installé place de la Bastille. Il y a ces dimensions, vous dites que vous n'êtes pas ingénieur. Il y a un côté quand même un peu, c'est très agréable finalement, le potentiel que ça donne d'avoir des outils comme ça à disposition. Comment vous l'avez vécu? Vous n'êtes pas technicien au départ, pas ingénieur, mais Mais en fait, c'est une chance qu'on a aujourd'hui, justement. On a pas mal d'avantages à créer sa start-up aujourd'hui à l'ère d'Internet, mais aussi parce que justement, on a des structures comme Usinio où on va vraiment, enfin, des lieux physiques avec des Ouais. machines mises à disposition
qui permettent de faire une première maquette fonctionnelle. Après, je vous rassure, on a aussi recruté un ingénieur mécanique qui est aujourd'hui notre CTO pour avoir vraiment ensuite l'équipe nécessaire pour développer des produits. Mais c'est vrai que dans un premier temps, on peut soi-même, même si on n'y connaît rien à la technique a priori, apprendre, découvrir, comprendre et essayer de maîtriser chacune des étapes de la production justement de son produit. Et du coup, ça lui donne plein de nouveaux, on le réenvisage, comme je disais tout à l'heure, dès qu'on commence à le construire physiquement, apparaissent plein de contraintes, des choses qu'on n'avait pas imaginées et qu'il faut, justement, il faut optimiser à chaque fois. Exactement. Et puis même là-dessus, je pense que c'était assez intéressant l'expérience Timescope pour convaincre de son savoir-faire, parce qu'ils sont arrivés avec un grand savoir-faire dans le manche à balai. Non. Alors justement sur le contenu, parce que le manche à balai ne montre pas le contenu. Malheureusement, il faut vraiment regarder dans les lunettes de réalité virtuelle. Et donc ils sont arrivés avec du contenu en nous disant on a besoin de faire un mobilier urbain. Alors un mobilier urbain, c'est quelque chose qui est vraiment pas simple, d'autant plus que Place de la Bastille, c'est assez sollicité en termes de vandalisme et en termes de sécurité. Il y a eu 14 manifestations depuis l'installation, par exemple, et la bande tient très bien, donc ça fonctionne parfaitement. Bravo, c'est bon, c'est bon. Ça tient effectivement debout. Et vraiment, en termes de rapidité, je pense qu'entre l'arrivée de Basile et Adrien, puis l'embauche de Pierre derrière et la sortie du premier prototype à présenter à différents partenaires, il s'est passé 5 semaines, 6 semaines. Donc, avec un prototype qui est entièrement en tôle, qui avait toutes les mobilités nécessaires pour pouvoir démontrer c'est quand même assez spectaculaire parce qu'aujourd'hui, la rapidité, on le sait, le time to market, la rapidité, c'est un facteur essentiel dans le développement du business. Et grâce justement à tous ces moyens que vous mettez à disposition, là on a un exemple assez spectaculaire entre du manche à balai au premier proto qu'on présente à des partenaires. Il y a un an simplement, c'est ça. Il y a simplement un an, c'est assez remarquable. Miss Beauté, comment ça s'est passé vous dans votre histoire? Racontez-nous votre histoire. Alors nous, on fait partie aussi des premiers membres de l'usine IO. On est arrivé cette fois, nous pas avec des plans précis, etc. Les cofondateurs avaient plutôt une idée un peu générique du produit et on est vraiment parti de zéro à l'usine IO. Et ce qui est assez intéressant aussi dans le lieu, c'est qu'on peut aborder à la fois des problématiques d'électronique qui sont très précises, etc. Des problématiques de CAO et des problématiques plutôt mécaniques d'enrobage de notre carte électronique, etc. Donc c'est vraiment un panel assez large, ça va même jusqu'au packaging parce que rapidement il faut aussi penser ces choses-là, la scénographie de nos produits lorsqu'on va dans des salons. Donc c'est vraiment tous ces points à la fois sur lesquels on peut travailler à l'usine IO et ça c'est une vraie force parce que c'est un lieu unique avec des expertises extrêmement diverses et les problématiques dans nos produits hardware sont extrêmement diverses. Donc c'est ça qui est intéressant et assez clé pour nous. Donc rapidement, au fil du temps, on a progressé donc dans notre votre projet. Oui. Dites-nous, définissez-nous mieux votre projet. Alors nous, on développe donc des objets connectés pour la mesure de paramètres cutanés pour l'industrie dermocosmétique. Donc en fait, les deux cofondateurs sont des anciens de l'industrie cosmétique. Et donc l'idée, c'est d'être capable de développer des objets connectés pour que le consommateur puisse avoir au quotidien une mesure de l'état de sa peau et comprendre ce qui se passe au niveau cutané. Donc le produit qu'on a développé s'appelle Mapo. Mapo, c'est un masque de beauté connecté. Donc en fait, c'est un masque qui contient des capteurs d'hydratation au niveau du front, des tempes et de la joue et qui est capable en 30 secondes de faire le check-up de votre peau de manière quotidienne, hebdomadaire. Ça, c'est comment vous le sentez. Et il a une deuxième fonctionnalité parce qu'on ne voulait pas faire que du quantitatif sur cet objet connecté. Il a une fonction de chauffe. Donc on peut, une fois, en fait, il vient s'inscrire dans votre routine beauté. Et donc une fois que vous avez appliqué vos soins, vous pouvez repositionner le masque. Il a une fonction de chauffe qui vient booster en fait la pénétration des différents actifs que vous appliquez au quotidien. Donc ça, c'est le produit. On a donc monter nos premiers prototypes à l'usine IO. On a lancé une campagne de crowdfunding sur Kickstarter qu'on a réussi et donc là on est en train de produire nos
200 premières pièces et ensuite de préparer l'industrialisation pour les plus gros volumes directement. Et cette montée en volume, elle est extrêmement importante. Et c'est ce que tu disais, les prototypes évoluent vraiment de manière significative. Les technologies et les procédés qu'on va mettre en place ne seront forcément pas les mêmes parce qu'on n'a pas les mêmes coûts et on n'a pas la même dimension de temps à chaque fois. Et l'usine IO arrive à nous accompagner sur toutes ces étapes-là. Il y a une étape aussi clé pour tout ce qui est start-up, c'est l'aboutissement à un prototype fonctionnel qui soit montrable et démontrable pour les investisseurs. Ça, c'est quand même une vraie étape aussi. Je pense que beaucoup de start-up ont cet objectif-là qui est clé pour derrière, qui fait le lien direct avec le financement. Et ensuite, d'arriver à construire les premières pièces, les premières séries et de passer en plus gros volume. Et comment Frédéric, comment il y a ce côté, une équipe, j'imagine, très polyvalente, parce que là, on regarde entre les 3 projets, on a de la radio dentaire, on a une bande de réalité virtuelle, on a un masque comme ça qui va être... Est-ce que, juste une question, le masque, donc il y a de la mesure, il y a une analyse de la peau comme ça, et puis il y a un peu de... Il y a une action aussi après sur le maquillage, sur ce qu'on fait. Donc il y a un petit côté, pas forcément, c'est pas du tout médical, mais disons qu'il y a une action quand même qui est... Oui, alors on n'est pas dispositif médical. C'est pas un dispositif médical, on est ça c'est clair. Mais... sur la cosmétique, par contre, on a des vraies contraintes de contact peau. Oui, bien sûr. Et donc qui doivent être assez pointues, et j'imagine ça doit être... Au niveau des matières qu'on emploie, et des vraies contraintes aussi de souplesse, parce que c'est un objet qui se positionne sur les visages, qui doit donc fitter un maximum les visages pour que les mesures soient pertinentes. Oui. Donc il y a une vraie problématique de CAO, de souplesse de l'électronique et de l'enrobage de cette électronique souple. Voilà, donc des nouvelles matières, des nouvelles matières incroyables ou pas? Parce que capteur qui épouse complètement la peau, vous avez dû travailler avec des matériaux assez, oui, il y a un vrai travail assez technologiques. Au niveau de l'électronique, déjà parce qu'on doit vraiment être sur une électronique qui est flexible, qui en plus doit se chauffer de manière surfacique. Donc voilà, beaucoup de contraintes là-dessus. Et ensuite sur l'enrobage de notre carte électronique, qui doit donc se faire dans des conditions qui sont extrêmement particulières, qu'on a pu bien déterminer justement à l'aide des experts de l'usine IO. Et donc cette équipe, parlez-nous un peu de l'équipe, Frédéric. Alors oui, effectivement, sur cette équipe, aujourd'hui, on est 12 personnes à Usinio, dont 6 personnes dédiées directement à la technique. Je vous parlerai derrière de notre équipe veille. L'exemple du développement de Célia chez WB est assez intéressant sur ces 2 aspects-là. Sur l'équipe technique, vous allez retrouver des ingénieurs généralistes qui ont plusieurs expériences réussies de développement de produits, et aussi des expériences d'entrepreneurs. C'était un paramètre très important chez nous lors de notre recrutement. Pouvoir discuter avec quelqu'un qui soit technologiquement évidemment bon, ça n'avait pas de discussion, mais qui puisse comprendre aussi quelles étaient les contraintes d'un entrepreneur, du time to market, etc. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était très important. Donc vous allez trouver des experts en électronique, des experts en mécanique qui sont d'excellents généralistes, qui viennent aussi avec le réseau personnel. Et ce réseau personnel, on va leur proposer de le développer chez nous, au même titre qu'on va proposer à nos membres de profiter de notre réseau. Et donc c'est ce que fait notre équipe de veille, en organisant des événements autour de nouvelles technologies pour se faire, par exemple, je pense en électronique, à faire sortir des composants, à montrer les dernières innovations sur les circuits flexibles. Et je sais que par exemple Célia a pu en profiter aussi. Et donc dans l'accompagnement, on va vous proposer aussi bien de vous accompagner et de vous aider dans la réalisation de vos prototypes, quel que soit le matériau que vous allez travailler. On a vraiment des ateliers qui sont pensés pour ça. Et ensuite, dans la création d'un réseau autour de votre projet, on va aussi vous aider par notre activité de veille et d'événements, où chez nous, on a 3 à 4 événements par semaine que l'on organise ou qui sont organisés chez nous. On a pas mal de lancements de produits qui sont faits chez nous, des nouvelles technologies. On travaille avec tous les fondeurs, on travaille avec des distributeurs en électronique, on travaille avec des mécaniciens. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir un endroit où on peut parler librement et sans penser qu'on va poser une question idiote. Ou très technique, justement, pour les concepteurs de produits. Excellent. Est-ce que, alors, comment ça se passe après on a peut-être envie de rester chez vous longtemps, mais à quel point c'est pas
Le futur de l'accompagnement, enfin disons le prolongement de comment vous voyez vous développer. Les bornes, ça me paraît assez. Vous en avez fait une qui marche à Bastille. Maintenant, il faut répliquer. Alors, Comment vous envisagez cette nouvelle phase? On en a une en effet à Place de la Bastille, on en a également installé à Roissy en fait pour ADP dans un nouvel espace qu'ils ont ouvert. Donc on commence à en installer justement dans différents lieux. On est contacté par de très nombreux lieux, des places publiques, pour des places publiques, mais aussi des musées, des châteaux par exemple, qui sont intéressés par des expériences de réalité virtuelle comme ça en libre service. Et en fait, on a choisi de garder justement un pied chez Usigno. Alors qu'on a un peu dépassé l'espace, enfin toute la partie juste prototypage, parce que c'est intéressant encore. Bon, déjà, on aime beaucoup l'équipe et on y est bien. On a nos propres bureaux maintenant au 104. En fait, on a incubé au 104 dans le 19e arrondissement à Paris. Mais on a toujours un pied chez Usigno pour notamment assembler les bornes qui arrivent, enfin les nouvelles bornes, et parce qu'on a en fait une dimension de R&D pour avoir toujours le produit le plus confortable, par exemple pour l'utilisateur au niveau de la visualisation, le mieux sécurisé, pour des étapes aussi d'assemblage justement, comment faire un produit qui s'assemble rapidement sur la fameuse question du nombre de vis dans un 48 vis. Nous on a Si on a est passé 5, à c'est 27. mieux. On est passé à 27 vis après plusieurs discussions et pouvoir réitérer. Voilà. Donc, Exactement. toute une dimension de R&D en fait, Ouais. et c'est intéressant de garder un pied, de continuer d'échanger, et en plus ils connaissent très bien le produit parce Bien sûr. que par définition on l'a prototypé chez eux, donc on a disons un suivi qui est organisé aussi et des échanges qui sont organisés assez souvent, et voilà, donc par exemple on connaît aussi les autres startups ou les autres membres, donc on aime bien Ouais. y retourner souvent. Ce côté communautaire est très riche, hein, j'imagine. Vous évoquiez les événements que vous faites très régulièrement. Cette connexion permanente entre des faiseurs qui vont s'étonner, tiens, tu fais quoi? Moi, regarde, je fais ça. Ah, tiens, je te donne une idée. Il y a quelque chose de très ouvert. Il y a bon, l'open innovation qui est un peu à la mode aujourd'hui, mais il y a ce côté-là qui est, ça fait partie de la matrice d'Usigno, j'ai l'impression. Alors effectivement, nous, une de nos plus grandes richesses, justement, c'est la diversité de compétences, de personnalités de nos membres qui vont vraiment, je sais pas, je vais peut-être dire des énormités, mais de l'ancien publicitaire qui s'est reconverti dans l'objet, au directeur commercial d'une ancienne boîte, anciennement du CAC 40, qui va aussi lancer son produit, ou même des PME qui viennent développer des projets, des labos de recherche. On travaille avec tous les labos de recherche qui sont voisins de chez nous, de Pasteur à l'Institut du cerveau et de la moelle. Et donc, vous avez vraiment une richesse, et on a des espaces qui sont dédiés à ça chez nous. On a vraiment des zones de convivialité. On organise, on force un petit peu les rencontres, on organise des apéritifs régulièrement et des repas. Et donc, si vous voulez, vraiment, venez confronter votre projet à des univers différents. Venez confronter votre produit à des entrepreneurs expérimentés, à des gens qui travaillent dans à des cadres de grosses structures aussi, parce que c'est à peu près 15% de nos effectifs aujourd'hui, c'est des gens qui travaillent dans des énormes structures comme Air Liquide, comme Total, etc., qui viennent chez nous développer des projets. Vous avez envie de réagir? Oui, non, simplement, nuance par rapport à ce que je disais, malgré tout, Usigno, c'est un espace de prototypage. Après, une fois qu'on rentre vraiment dans une dynamique de production, bien sûr, on ne va pas tout faire produire dans l'espace, c'est pas bien sûr dédié à ça. Donc après, c'est pour la partie R&D et pour la partie aussi développement de nouveaux produits. Parce que malgré tout, voilà, on peut être amené, une fois qu'on a un produit qui fonctionne bien, à le faire évoluer, voire à en créer de nouveaux, qui sont un peu plus souples par exemple, qui sont adaptés plus à de l'indoor qu'à de l'outdoor par exemple. Donc c'est pour ça qu'en fait on garde aussi ce lien fort avec Usigno. Vous, en tant que jeune structure, comme ça, vous vous lancez, quelles sont les forces que vous trouvez? Alors ça, c'est une force, je trouve, heureusement que vous êtes là maintenant, Usigno. Enfin, il manque un peu des briques par rapport au monde anglo-saxon. Il y a peut-être, dans la recherche, il manquait un petit peu des briques. Vous amenez un très bon accompagnement. Qu'est-ce que vous avez des fois comme problématique en termes je sais pas, de structuration, est-ce que une jeune start-up aujourd'hui, donc elle est accompagnée comme ça sur un plan technique, développement, qu'est-ce qui vous manquerait, ou qu'est-ce qu'il y a comme service que vous apprécieriez, je sais pas, sur l'administratif, sur je ne sais pas, sur
la gestion. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de lancer sa boîte, d'aller trouver des fonds? Vous avez tous fait du crowdfunding? Je sais pas, j'essaie de trouver une question en vous parlant. Hein. Non mais, importance du crowdfunding. Non, j'essaie de voir. Là, vous avez un super outil. On est en train d'écrire Usinio. C'est un très bon accompagnement de démarrage, c'est un outil précieux aujourd'hui pour les jeunes startups qui se lancent. On a le crowdfunding, vous avez parlé tout à l'heure de Kickstarter. On a quelques plateformes françaises, KissKissBankBank, Ulule, qui fonctionnent bien. Vous en avez tous fait ou pas? Vous en avez fait? Vous non? Nous, on a fait de levée de fonds, mais on n'a pas fait de... Levée de fonds direct. On a été voir les investisseurs et on a dit OK, Pour 2 l'instant. millions, 20. Mais on le fera peut-être sur certaines installations en particulier. D'accord. Si ça s'y prête, notamment pour communiquer en fait, parce que les plateformes comme Kickstarter permettent aussi Oui. de communiquer, de toucher en fait, un Absolument. public parfois plus large. Plus large. Et vous en avez fait? Je peux rajouter aussi levée de fonds, parce que finalement, pouvoir sortir un prototype très rapidement, c'est pouvoir présenter le produit aussi rapidement. Et finalement, les étapes de crowdsourcing, de crowdfunding, Parlez bien dans le micro. peut être un peu bypassées parce qu'on a un produit fonctionnel, une maquette, voire un prototype réellement Oui. présentable. Et ça, c'est un plus. C'est exactement ça. C'est démontrer à des investisseurs qui sont pour l'instant des investisseurs potentiels que vous maîtrisez une technologie, que vous maîtrisez son développement, que vous avez un plan industriel, des scénarios industriels qu'on vous a aidé à mettre en œuvre. Voilà. Nous, si vous voulez, on travaille là-dessus, hein, sur une certification Usinio. Aujourd'hui, il n'existe Vous avez pas. parlé de label, oui. Voilà, d'un label, certification, d'une ouais. certif. Et nous, déjà, c'est ce qu'on fait au quotidien avec différents sous-traitants partenaires. On ne va pas mettre en relation quelqu'un avec un sous-traitant si son dossier de demande de cotation n'est pas sérieux. Nous, on est là pour vraiment professionnaliser l'approche. Donc, c'est des gens qui ont l'habitude de faire ça et qui ont aussi le côté prod qui vont accompagner les membres là-dedans. Et donc, aussi bien sur le côté technique que sur le côté dimensionnement de la série, on va vraiment donner les conseils pour que ce soit crédible. Et donc, si c'est crédible devant... Moi, ce que je dis souvent, c'est que les sous-traitants, c'est vos premiers investisseurs. Mais si c'est crédible devant un sous-traitant, c'est crédible devant des investisseurs de la même manière, même d'autant plus, parce qu'en plus, souvent, en technique, ils sont plutôt limités. Je le note parce que j'aime bien ça. Si c'est crédible devant le sous-traitant, ça le sera devant l'investisseur, parce que l'investisseur, il connaît rien, mais le sous-traitant qui va fabriquer, il n'a pas envie de s'embarquer dans une galère quelque part. Alors, Donc, effectivement. Donc il se dit, tiens, c'est Alors, pas mal. pour vous dire, moi je suis sollicité par des investisseurs pour noter techniquement des produits. C'est une activité qu'on fait aussi à Usinio pour labelliser des produits et sécuriser des investissements. Carrément, parce qu'il y a besoin de ce savoir-faire aujourd'hui. De plus en plus d'investisseurs, on le voit dans les startups aussi, des fois ils comprennent rien, ils savent pas du tout, donc ils se disent je vais mettre 2 millions dans quelque chose que je ne comprends pas, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc il y a besoin de cette expertise. Est-ce que vous avez, comme le temps tourne, est-ce que vous avez une question, un témoignage, voilà, un échange à... Monsieur, on va vous donner le micro. Merci de vous présenter. Merci. Christian Falk, société Acubins, start-up biotech. Donc on en est au stade du prototype actuellement et on est effectivement intéressé par des contextes comme ceux d'Usinio. Ma question est comment est-ce que vous conciliez l'ouverture et la qualité de communication qu'il y a entre tous les acteurs et la protection de la propriété industrielle? Alors, c'est une excellente question. Alors, sur la propriété intellectuelle, la propriété industrielle, effectivement, vous êtes responsable, quand vous venez chez nous, de votre propriété intellectuelle. Cependant, on va gager que quand vous venez travailler sur votre produit ou sur une pièce seulement de votre produit, sur une machine, déjà, le nombre de personnes dans les ateliers est relativement restreint. Donc, et si, a priori, si vous êtes dans les ateliers, c'est que vous venez travailler sur une machine. Donc la personne qui vient voir ce que vous faites sur une machine et sur ce que vous faites sur une pièce de votre dispositif et qui par là même va réussir à deviner ce qui se passe. Bon. C'est-à-dire que de l'espionnage, concrètement, nous on n'y croit pas trop. Ça fait 2 ans, ça n'arrive pas. Okay. L'autre paramètre, c'est que nous, on puisse fuiter des informations. Alors, on n'a pas discuté de la manière dont on fonctionnait, mais nous, on fonctionne sur un abonnement, donc on a un contrat avec chacun de nos membres qui inclut bien évidemment des clauses de confidentialité aussi fortes que celles que vous faites dans n'importe quel non-disclosure agreement que vous pouvez faire avec des boîtes. Donc, effectivement, nous, on travaille de cette manière-là.
On travaille aussi aujourd'hui, pour vous donner des exemples où la confidentialité est clé, on travaille avec des sociétés d'armement en France pour qui on est compatible avec leurs problématiques de confidentialité. Et après, c'est vrai qu'il y a un état d'esprit aussi. Je pense que quand on est dans les startups là comme ça qui sont incubées, on a un... Comment dire, il y a un certain respect, quoi. Il y a un certain respect de la confidentialité qui se crée. Quand on a une idée, tiens, il y a une confiance. Je pense qu'il y a le terme de confiance qui est aujourd'hui clé dans l'industrie. Ça fait partie des valeurs que vous mettez en avant, probablement dans le travail. Alors bien sûr, la confiance dans... si vous voulez, nous, on va pousser personne à dévoiler ses secrets de fabrication. Hein. C'est-à-dire que vous voulez parler de votre produit, c'est comme quand vous... Enfin, c'est bête, mais c'est comme quand vous allez faire votre marché, vous pouvez discuter de ce que vous faites, mais nous, on ne va pas communiquer, évidemment, sans votre autorisation, on ne va pas parler de votre projet sans votre autorisation écrite. On sera vraiment, même, si vous voulez, on ne va pas dire, si par exemple vous avez un concurrent qui arrive, parce que nous, ça nous arrive d'avoir des projets concurrents, des projets qui soient concurrents entre eux. Et évidemment, on ne va pas vous dire, non mais attendez, à côté, ils ont fait comme ça, faites pareil. Absolument pas. Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que ça se pose de plus en plus aussi dans des choses qui sont co-développées dans les gros groupes. Comment on gère la propriété intellectuelle? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour. Alors, Bonjour. en fait, j'aurais deux questions. Une question pour Usinio et Frédéric. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus de l'abonnement et de l'intégration? Et la deuxième question, ce serait pour les entrepreneurs. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur le processus de levée de fonds et comment le prototype a aidé. Et si vous pouvez en raconter un peu plus, voilà. D'accord. Si vous voulez, Alors, abonnement. Alors, sur l'abonnement, alors effectivement, tout à l'heure, je faisais une analogie avec un club de sport de manière assez simple. Vous vous inscrivez, vous suivez les formations, vous pouvez travailler sur des machines, vous avez accès à une hotline technique et c'est accessible à partir de 150 € par mois hors taxe et par personne. Donc, si vous... Voilà. C'est l'abonnement vraiment de base. Ensuite, vous pouvez ajouter un certain nombre d'options, avoir des bureaux dans notre espace de coworking, avoir du stockage pour stocker votre projet. On a eu des projets de toute taille qui va d'un robot qui vient déplacer des voitures dans un parking jusqu'à une grue de cinéma qui fait 12 mètres de long, mais évidemment qui est démontable. Hein. Donc on a vraiment des locaux qui permettent ça. Et ensuite, vous allez pouvoir rentrer dans un programme d'accompagnement qu'on appelle le programme Booster, qui est à partir de 450 € par mois et par projet pour 1 heure par semaine. Donc je sais que il y a certains, ils en parleront mieux que moi des réussites qu'ils ont eues dans ces programmes Booster. Mais si vous voulez, on ne fait pas de sélection. La seule sélection qu'on opère au départ sur l'abonnement de base, c'est que vous devez travailler sur un produit physique. Si vous arrivez en nous disant je veux faire une application, on va vous dire non, mais on va vous conseiller des endroits où aller le faire. C'est une philosophie qu'on a chez nous, c'est dans notre charte éthique. C'est quand on dit non, il y a toujours un mais et il y a une solution derrière. Et si vous voulez, par la suite, sur les programmes d'accompagnement, notamment les programmes Booster, on va sélectionner les projets, notamment le premier critère et la première raison de refus, c'est souvent parce que l'équipe n'est pas assez structurée. Donc, on va dire, votre équipe n'est pas structurée techniquement pour pouvoir suivre un programme d'accompagnement. Structurez avec tel profil, asseyez-nous ensemble pour définir le profil dont vous avez besoin et suivez telle piste pour chercher le profil. Et après, on débutera le booster quand vous l'aurez intégré. Excellent. Alors, qui répond pour la levée de fonds? Vous êtes 2 à avoir levé des fonds. Je préfère passer mon tour puisque je m'occupe plutôt de la partie technique. D'accord. Ça serait des informations rapportées et Voilà. je pense que les informations... Je passe. Alors en quoi ça aide pour lever des fonds d'avoir d'abord une maquette fonctionnelle et surtout ensuite un produit installé? Ça aide simplement que ça permet de montrer qu'on a fait ses preuves, que ça fonctionne et d'avoir des premiers retours en fait concrètement. C'est-à-dire que nous c'est vraiment plus l'installation place de la Bastille, l'ensemble de l'écho médiatique qu'il y a eu au moment du lancement et les prospects qui ont commencé à arriver. En fait, on a eu beaucoup d'appels entrants, beaucoup de personnes qui étaient intéressées par des dispositifs de Timescope, en fait, justement, pour cet aspect libre service de la réalité virtuelle, pour valoriser le patrimoine ou pour montrer un lieu tel qu'il sera dans le futur. C'est parce qu'on avait cet ensemble-là qu'on a pu ensuite aller voir des business angels
et faire notre première levée. C'était pas juste l'étape de la maquette fonctionnelle qui nous a permis de convaincre. Cette maquette-là nous a plus permis de convaincre la mairie de Paris, par exemple, que justement on progressait, qu'on allait vite et qu'on était capable d'installer une borne pour mars 2016. Il y a peut-être dans la recherche de levée de fonds, je vous laisse la parole après, il y a peut-être cette dimension aujourd'hui avec les technologies qu'on a à disposition, de dire on ne va plus chercher un investisseur avec une idée, ou il faut arriver avec, regardez, vous allez financer ça. Essayez-le, boum, je l'essaye, ça marche, ok, j'y crois, quelque part. Avant de vous donner la parole, j'irai même plus loin. Effectivement, il y a même, et c'est une tendance qui vient des US là pour le coup, il y a même des investisseurs qui n'investissent pas dans des produits, notamment en business ou consumer, s'ils n'ont pas de Kickstarter réussi, si c'est leur premier produit. D'accord. Ça vient des US, je pense que ça va... Évidemment, vous levez plus d'argent quand vous avez un crowdfunding réussi que si vous n'avez pas de crowdfunding réussi. Parce que pour eux, il y a cette dimension, tiens, ils ont convaincu des gens, et puis il y a aussi un public, c'est-à-dire que le gars qui paye, il a envie de voir un Timescope sur la place de la Bastille. Donc il y a cette validation double il y a un potentiel et il y a une envie du public. Vous vouliez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez utilisé par exemple l'aide d'un courtier à partir du moment où vous aviez le balai, ou vous avez attendu un peu plus tard et vous avez fait votre recherche vous-même? Sur la levée de fonds, en fait on a fait une levée l'été dernier. Et donc on avait déjà la borne installée place de la Bastille, on était vraiment bien au-delà du manche à balai. Sur toute la première étape, on était vraiment sur nos propres fonds. Le manche à balai, on l'a chez nous-mêmes, le pied de parasol également, et le dispositif de réalité virtuelle également. Mais en tout cas, oui, pour compléter un peu ce qu'on se disait, il y a l'aspect démo qui joue quand même pas mal. C'est-à-dire de pouvoir faire une démonstration, de pouvoir montrer que ça fonctionne et convaincre par l'expérience aussi qu'on propose, montrer que justement c'est confortable, que ça fonctionne. Il y a un aspect un peu magique et ça marche très bien. Mais ce qui arrive vraiment à convaincre, je pense, des investisseurs, c'est quand on montre aussi que ça fonctionne pour un public, pour des prospects, et qu'en fait ça a un avenir parce qu'on a des demandes entrantes. Si on a juste une démo, c'est une première étape, mais à mon avis, c'est pas suffisant. Probablement, ça s'est un petit peu professionnalisé, la chasse à l'investissement aujourd'hui, les pitchs. Vous en avez fait beaucoup, là, vous avez pitché vos projets à droite, à gauche, sur des conventions, des choses comme ça, ou des jobs, des rencontres, le SCP fait ça, vous avez pitché un peu. Ça nous arrive très souvent de pitcher, en effet. On est soit à des événements, on a été aussi présent à des salons, nous-mêmes justement, les salons des maires d'Île-de-France par exemple, ou des salons vraiment très, très orientés tech et réalité virtuelle. Et donc dans ces occasions-là, on pitch beaucoup. Et par ailleurs, en effet, il y a des événements, tout le réseau The Family par exemple. Chez Usigno, ça nous est arrivé à plusieurs reprises, justement pour des événements qui étaient organisés chez Usigno, de pitcher devant des étudiants d'HEC par exemple aussi, pour montrer, enfin avoir un retour d'expérience sur ce qu'on faisait, sur ce qu'on avait fait chez Usigno et sur ce qu'on faisait maintenant également. Donc ça nous arrive très souvent de notre côté en tout cas. Tous là-dedans, ça fait partie aujourd'hui de la com et du lancement du projet, il faut pitcher. Écoutez, alors il est 25, on a pris le temps d'être en retard, tout va bien. Une petite dernière question si vous voulez profiter, ou sinon on vous retrouve donc sur le stand L206. L206 qui est de l'autre côté là-bas, mais L206, si vous avez envie de prolonger, si vous avez un projet que vous avez envie d'évoquer, voir un peu l'expérience terrain de nos participants, c'est avec plaisir. Vous les retrouvez sur le village IO, Usigno. Frédéric, merci à vous d'être venu témoigner. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Et très bon salon à toutes et à tous. On se retrouve à 13h30 sur cet espace conférence pour une prochaine table ronde.